Self-Upgrade, le rendez-vous de ceux et celles qui ont choisi d'évoluer. Nous étudierons ici comment certains individus ont, par leurs actions, upgradé leur vie. Ils ont dû agir, aller parfois dans l'inconfort ou agrandir leur zone de confort. Soyez attentifs, concentrez-vous et rejoignez-nous. Je suis Jérémy François, votre hôte, et ma promesse reste inchangée, celle de vous confirmer que vous sortirez forcément grandi de cet épisode. Le moment est venu et je vous souhaite à tous et à toutes un bon upgrade. Salut Florence, Hello. comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Et toi? Ça va aussi, écoute, hein, je pense qu'il fait peut-être un petit peu plus froid que là où tu es, mais ça va aussi nickel. Eh bien, écoute, la chaleur de notre île ne m'a pas empêché d'attraper un rhume, mais voilà, on fait avec. Ok, super. Déjà, je suis très content de t'avoir sur le podcast. C'est très honoré que tu aies pris le temps de dégager du temps justement pour ça. Je pense que ça va être trop bien parce que je sais que tu évolues dans un écosystème qui a ses particularités avec de très bonnes compétences. Donc, je pense que ça va être trop intéressant de voir c'est quoi vraiment déjà entreprendre au sens large et puis comment toi justement en tant que femme dans la tech, etc. Tu as pu justement avoir une approche qui est la tienne. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, donc nous dire peut-être ton parcours, euh, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? Ben, c'est surtout moi qui te remercie pour l'invitation euh, au podcast. C'est toujours, tu sais, un honneur pour moi que les gens s'intéressent, tu sais, un petit peu plus à ce qu'on voit, ce qu'on veut bien montrer d'ailleurs. Alors, je suis Florence, je suis une entrepreneure de 35 ans, je suis basée en Guadeloupe et j'ai une agence de transformation digitale qui s'appelle Tandem Office, que j'ai créée en 2019. Donc, j'ai vécu 12 ans en Hexagone. J'ai fait le choix de revenir sur mon île natale en 2018 et j'ai créé cette agence en 2019. Initialement, ce n'était pas une agence, j'étais juste freelance. Et je proposais, comme j'avais évolué dans tout ce qui est recouvrement, back-office, facturation et tous les process post pré-vente, on va dire, pré-vente et même post-vente. J'ai toujours travaillé dans les process, l'amélioration des process et tout ça. Et je me suis dit qu'en arrivant ici, j'allais proposer ces services en freelance. Et aujourd'hui, on est arrivé à un modèle d'agence. Je dis pas parce que je ne suis plus seule, justement en suivant un peu ce schéma d'adaptation aux besoins et en, tu sais, en améliorant un peu l'offre de services de façon perpétuelle. Ok, super. Déjà, tu sais, tu vois, ce que tu me dis me donne déjà envie de te poser une question. C'est comment entreprendre aux Antilles? Alors, cette question, elle est relativement compliquée parce que je n'ai pas entrepris ailleurs. Mhm. Donc, je ne peux pas savoir comment c'est. Enfin, tu sais, j'ai pas le recul pour te dire oui, par rapport à tel endroit, c'est mieux, etc. Euh, donc, je vais te parler de ma réalité sans faire de comparaison. Entreprendre aux Antilles, c'est difficile selon euh, le secteur d'activité dans lequel tu es. Si tu es dans par exemple, du commerce de proximité, des choses comme ça, euh, ben voilà, la question ne se pose pas, ou en tout cas pas de la même échelle. Aujourd'hui, on fait du conseil, on évolue sur un territoire de 400 000 habitants. Allez, on va parler des Antilles Guyane, la Martinique, qui sont 350 000, et avec la Guyane, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, on est 1 million 100. Et c'est très peu pour évoluer sur un marché aussi petit. Euh, Premier point. Deuxième point, c'est on n'a pas cette culture. Euh, enfin, je n'aime pas le dire, mais c'est vrai qu'on a une, une population d'entrepreneurs qui n'est pas forcément mature, une population
qui ne sont pas forcément matures sur les innovations digitales. Enfin, ce qu'on appelle innovation digitale, c'est juste digital en hexagone. Et donc, avant de vendre, il faut que tu puisses faire de la sensibilisation, j'aime pas le terme évangélisation, mais c'est un peu ça. Tu vas sensibiliser les gens, apporter de l'information pour qu'ils puissent en prendre conscience et ensuite euh, acheter tes services. Donc, deuxième point, c'est que tu évolues sur un marché qui est petit, avec ses spécificités. Oui, c'est ces deux principaux. C'est ces deux principaux. En fait, c'est comme si tu évolues dans une boîte. Et plus tu grossis, tu arrives vite à te rendre compte que tu évolues dans une petite boîte. Et sur ces points-là, oui, je reconnais que c'est un peu difficile. Ok, ok. Euh, ok sur ça. Donc revenons sur Tandem aujourd'hui. Du coup, déjà tu dis Tandem ou Tandem Office? Au début, je disais tandem office, maintenant je dis tandem. On D'accord, a ok. pas mal de personnes qui nous appellent tandem. Ok. Pourquoi le nom Tandem déjà? Ça m'intéresse. Alors, au départ, j'ai choisi le nom tandem parce que pour me dissocier, c'est même pas pour me dissocier, c'est juste que je voulais absolument que les gens comprennent que je ne travaille pas pour les gens, je travaille avec les gens. Aujourd'hui, ça se reflète encore dans nos offres. Euh, on fait des workshops, donc des sessions de travail où on implique les personnes dans ce qu'on fait. Je ne suis pas une exécutante, je ne souhaite pas l'être. Il y a plein de choses comme ça où on rappelle continuellement aux personnes qu'on ne va pas être des exécutants pour elles, on va travailler avec elles. Donc si elles ne peuvent pas prendre ce temps-là pour travailler pour elles, on ne peut pas prendre le temps. On a ce luxe-là aussi quand on est entrepreneur de choisir en fait avec qui on va travailler. Et les personnes qui ne comprennent pas cette notion du tandem, à savoir que je travaille avec toi, mais je travaille pas pour toi, et ben c'est peut-être pas notre client finalement. Ok, tu sais, ça c'est super important que tu parles de ce point-là parce que je pense que ça fait partie des principaux quiproquos quand tu as une agence web ou quand tu fais du consulting. Moi, je sais qu'avant, quand j'ai commencé, quand j'étais en études, c'est vrai que et il y a une vraie distinction entre ce que tu dis, hein, entre je vais te conseiller, mais par contre, il faut que peut-être toi en interne, tu aies les ressources pour exécuter ce dont on a parlé, vs, ben, je suis freelance et je viens exécuter pour toi. Je pense qu'il y a beaucoup de clients ou de prospects en tout cas. Si l'agence n'a pas mis ça au clair, ça peut créer des quiproquos. Tu vois, sur la suite. Tu Ouais, c'est vois. ça. Non, 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 clairement. Et chaque Donc, fois, dans mhm. des plus grosses missions, à chaque fois, on est obligé de recadrer un peu. Évidemment, je dis ça, mais en fait, le choix revient toujours au client, bien sûr, hein, de valider, de pas valider, d'aller sur ce terrain-là, de pas aller sur ce terrain-là. La seule chose, c'est que moi, je ne vais pas m'impliquer dans une mission si le client ne comprend pas qu'une personne ne puisse pas être dédiée à ça, qu'une personne ne puisse pas être, voilà, ou que souvent, ah oui, mais nos équipes n'ont pas le temps. Ok. Et ben, on remettra ça plus tard quand vos équipes auront le temps. Voilà. Hmm. Non, Et non, aussi, clairement. l'expérience, je sais que c'est un peu, tu sais, au moment où tu es au stade d'idéation, où tout est très clair et que tu es confronté au marché et que tu débutes, parce que je n'étais pas entrepreneur avant, tu as une tendance un peu à tourner le dos à tes propres convictions. Et ça, tu sais, quand tu acceptes, tu sais, la fin de l'entrepreneur parce que tu as vraiment besoin de la mission, tu te dis, bon, ok, je vais le faire. Et à chaque fois, tu te dis, j'aurais pas dû parce que, mais c'est comme si c'était systématique. Où tu as ce truc-là où tu te dis, bon, je fais pas de site web, mais bon, j'ai besoin de l'argent, je vais le faire. Et là, tu te dis, purée, est-ce que j'aurais pas plutôt dû choisir ma tranquillité? Parce qu'au final, bah, le client, nous, chez Tandem, tu sais, on fait pas de développement normal. Mais je me rappelle de cette expérience où j'étais vraiment dans une situation où j'avais vraiment besoin de sous, j'ai accepté et ça a été un cauchemar, mais c'était un cauchemar éveillé. Que j'avais aucun wording, j'avais
aucun accès, enfin, j'avais pas d'image, enfin, il y avait rien qui avait été pensé et tout ce que je livrais, c'était jamais comme je l'avais imaginé, alors que, bah, on n'a pas fait de cadrage, t'as pas de cahier des charges, en fait, très minime. C'était genre, je vous laisse le champ libre. Et ça m'a servi de leçon une fois, deux fois. Maintenant, c'est énorme. Donc au final, maintenant, je crois que cette notion de tandem, c'est vraiment intégré. Et tu sais, parfois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien, en fait, pour leur, qui sont peut-être un peu rassurées avec le fait aussi qu'on mette des limites dès le départ. Quand tu dis oui, est-ce que nous on veut ça comme ça et on dit bah non, bah, on ne fait, c'est pas comme ça qu'on travaille, etc. Ok, bah comment vous travaillez, on fait ça, etc. Et du coup ils vont s'adapter à ce que tu dis et peut-être que ça ramène aussi une sorte de confiance, je sais pas. En tout état de cause, aujourd'hui, au moment où je te parle, Tandem, c'est les fondements, c'est les fondamentaux et le fondement même de cet agent. Ok, ok. Non, non, mais très carré. Et je pense que c'est ce que tu dis, c'est que quand tu commences, t'as tendance, et puis même aussi je pense aussi pour se découvrir même en tant qu'entrepreneur, et puis savoir ce que t'aimes faire, pas faire, ce que c'est capable de faire, etc. Au début, t'as tendance à, je dirais, à viser un peu large, et puis en fait, petit à petit, en fait, tu te ressens sur des prestations que tu kiffes. Hein. C'est comme je sais pas, dans le digital marketing de façon générale. Au début, les gens ils vont faire du paid, ils vont faire du SEO, ils vont faire des sites web, ils vont faire tout plein de trucs, et puis en fait tu te rends compte que chaque verticale en fait c'est une expertise, et que tu peux, je pense, être capable d'en parler, parce que je pense que tu vois des fois tes prestations, je pense, d'automatisation et autres, et je pense que tu nous diras aussi qu'est-ce que Tandem fait exactement, mais des fois tes compétences s'inscrivent dans un projet qui peut être plus gros, donc faut être capable d'en parler avec d'autres intervenants, d'autres freelances, d'autres personnes en interne. Mais c'est vrai que être expert sur un sujet, des fois même, je sais pas, même par exemple dans l'automatisation, je pense que tu le sais même mieux que moi, il y a beaucoup d'outils d'automatisation. Ben, chaque outil, des fois, ça peut être une verticale d'expertise, quoi, tu vois. C'est pas aussi simple que les clients peuvent le penser, quoi. Et c'est ça. Et pour peut-être aller plus dans le détail, je vais expliquer ben, ce que Tandem fait aujourd'hui. Donc Tandem aujourd'hui, c'est une agence de transformation digitale spécialisée dans les outils no-code. Donc on va accompagner les entreprises à mettre en place des outils pour automatiser des process. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, donc les personnes qui comprennent aujourd'hui ce qu'on fait euh, vont nous contacter, nous dire oui, j'ai besoin d'un outil pour ça. Est-ce que vous connaissez un outil qui permet de faire ça? Et justement, par rapport à ce que tu dis, les outils d'automatisation, c'est que nous, on a besoin d'en savoir plus pour conseiller le meilleur outil. Bah, j'ai besoin de savoir bah, ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller, comment tu veux y aller, quelle information tu as besoin d'automatiser, comment, pourquoi. Il y a un certain nombre d'informations qu'on a besoin de savoir, de comprendre, de s'imprégner un peu de l'activité de nos clients pour aujourd'hui proposer des outils et justement savoir bah, quel outil aujourd'hui on va proposer parce qu'on a... Et c'est ça en fait notre expertise au final, j'ai envie de dire, parce que des outils, on a plein, tu vas en trouver plein, tu vas taper des outils sur Google, tu vas en trouver plein, tu vas trouver plein de toolbox. Sur Internet, nous-mêmes, on a en ligne notre toolbox de 250 outils, tu vas faire ton marché si tu veux. Mais on s'est rendu compte que l'expertise, elle ne résidait pas en connaître plein d'outils. L'expertise, elle réside dans la compréhension du besoin et savoir quel est l'outil dont tu as besoin et pas quel est l'outil le plus tendance du marché. Ok. Non, c'est totalement ça, parce que effectivement, entre maîtriser, comme tu dis, hein, un outil ou autre, et puis je pense passer je sais pas, parce que effectivement tu parles d'outils no code, donc il y a plein de choses hein, dans le no code, mais effectivement, juste par exemple sur l'automatisation, savoir comprendre un processus, le mapper de A à Z. Je sais qu'on avait eu cet échange-là et qu'on aime tous les deux les schémas, mais mapper un processus de A à Z, voir chaque étape prend combien de temps, demande combien de personnes, qui en détient l'ownership, et puis transformer tout ça en un processus automatisé. C'est là effectivement je dirais le jus de cerveau, c'est là qu'il est, quoi.
Oui, et je trouve que c'est très intéressant parce que parfois, c'est en documentant leur process que les clients se rendent compte. Tu sais, tu as même pas besoin d'intervenir parfois, même si tu interviens en tant que, tu sais, tu interviens en tant que, tu sais, regard externe ou avoir un peu plus de recul sur les process d'une autre personne, quel que soit le secteur d'activité, hein. Juste, tu es un externe et toi, tu as juste, voilà, un regard critique sur le process. Ça, c'est un peu rassurant pour le client. Mais parfois, avant même que tu fasses des commentaires, ils se disent, ah ouais, mais peut-être que ça pourrait être amélioré, peut-être que ça pourrait être optimisé. Ah oui, mais pourquoi on fait ça en fait? On pourrait pas passer ce process-là, etc. C'est pour ça que j'explique aux gens, mais à tous les coups, mais là, j'ai fait un workshop avec une entrepreneur il y a 15 jours et je lui disais, mais juste, map tes process, pas la peine, tu prends juste une feuille et un papier, pas la peine d'aller chercher un outil pour le faire, pas la peine d'aller documenter sur Notion, pas la peine de tout ça. Je mets juste ce dont tu as besoin. Et en fait, elle a commencé à faire le truc et elle m'a dit, mais waouh, je me rends compte que je demande plusieurs fois ça, envoyez-moi un mail, faites ci, faites ça, complétez ça ensuite, je renvoie le truc. Et au final, je te rends compte que avant même de rentrer dans l'expertise de oui, quel outil pour faire ci, ça, ça, eh bien, c'est nécessaire en fait d'être là comme un tandem. Désolée, hein, mais ça revient à chaque fois d'être là en tandem pour Non, bien sûr. aider le chef d'entreprise à s'imprégner lui-même de ses activités et de ce qu'on pourrait mettre en place et de lui permettre de comprendre. Alors, excuse-moi, tu ne m'as pas posé la question, mais j'y viens toute seule. Je trouve que les, les chefs d'entreprise, parfois, ont besoin de se... Tu sais qu'on leur tienne la main aussi parfois euh, pour documenter leur process, enfin pour optimiser leur process. Ils savent qu'ils ont besoin d'aide, ils savent pas exactement sur quoi, ils ne se donnent pas forcément le temps. Et juste le fait que tu sois là avec eux, euh, ils payent parfois juste pour ça, tu sais, juste pour réfléchir. C'est là où on va s'incruster. Ok, non mais super intéressant, c'est bien parce que je sens que tu maîtrises bien le sujet, donc trop bien. Donc du coup, si on récapitule, tu as une grosse expérience effectivement sur les process, tu choisis de rentrer en Guadeloupe, de lancer l'agence. Revenons à la genèse. Donc ça, tu me l'as dit. J'ai envie de comprendre au départ comment tu crées ta première offre, comment tu trouves les premiers clients, comment tu vas délivrer la première valeur au début, hein, au tout début, parce que encore une fois, comme je t'ai dit, le podcast il est très terre à terre, hein, très terre à terre sur l'entrepreneuriat, parce que je sais que c'est très sexy en ce moment, etc. Mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de travail dur, et puis des fois sans voir les lauriers tout de suite. Donc au début, tandem, parce que de ce que tu disais, tu as commencé en freelance, donc je pense seul. Comment ça se passe au début? Alors, euh, on s'en rend compte un certain nombre d'années après, comme tu disais, l'entrepreneuriat, c'est pas sexy. Ou, comme tu disais, c'est sexy, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais il n'y a pas de formation pour devenir entrepreneur. Enfin, en tout cas, excusez-moi hein, si ça existe, c'est que je suis pas au courant. Mais on te forme pas à être un Ouais. entrepreneur. En fait, pour moi, la formation de l'entrepreneuriat, c'est comment tu y arrives. Et parce que tu auras beau faire les meilleurs bootcamps, les plus chers, les formations de la CCI, tout ce que tu veux. Moi, en tout cas, je me suis rendu compte, je dis depuis depuis très peu de temps que je suis entrepreneur parce que, waouh, c'est chaud. Donc, comment j'ai Hmm. commencé? J'ai eu, dans mes expériences précédentes de salarié, je m'ennuyais systématiquement dans tous mes postes. J'ai fait des plutôt grandes boîtes, tu sais, j'ai travaillé à LVMH, j'ai fait du McGregor, j'ai fait du G-Star, j'ai fait du Next Radio TV, donc le groupe BFM. Et à chaque fois, j'arrivais au truc où je me disais, tu vois, ce truc où tu te dis, ouais, j'ai envie de faire d'autres projets, j'ai envie de faire d'autres trucs, mais je vais changer de boîte et ça va aller mieux. Et en fait, tu changes de boîte, ça va mieux 6 mois et après tu te dis, ah ouais, mais
Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, en découvrant un peu le développement personnel en réalité, je me suis dit, mais tu sais, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées. Tu sais, tu suis des schémas sans jamais te poser des questions. Enfin, je parle de moi il y a les 7, 7 ans, 7, 8 ans. Je m'étais jamais posé ces questions-là. Tu sais, je viens d'une famille où on n'est pas entrepreneur, où j'ai pas de schéma d'entrepreneuriat autour de moi. Donc, ça m'est jamais venu à l'idée, à l'esprit de faire ça. Et aujourd'hui, quand je vois des actions d'associations comme 100 000 entrepreneurs, etc., je participe parce que je me dis que peut-être que si j'avais été confrontée à ce modèle-là plus tôt, ça serait des choses que j'aurais peut-être entrepris plus tôt. Anyway, aucun regret. Je me dis, OK, je prends cette décision de me lancer en tant que freelance et je vais faire toutes les formations qui existent sur le marché, je vais à la CCI, je me forme, j'ai fait les MOOC Google et je fais une formation en développement web. Donc, pour apprendre à faire des sites internet. Euh, donc, je me forme un peu à droite à gauche avant d'entrer en Guadeloupe parce que je me suis dit, quand je vais rentrer en Guadeloupe, ça va être le désert. Donc, je me forme sur Paname avant de rentrer au pays, comme on dit chez nous. J'arrive en Guadeloupe, je mets toutes mes compétences à exécution. Je fais un site internet, super wording, SEO, tout ce que tu veux. Et, euh, et là, il se passe rien. Je fais mon logo, carte de visite, mais la totale, hein, brochure, tout, sur le papier et tout, zéro client, mais j'ai tout ce qu'il faut. Et là, les clients ne viennent pas, du coup, aussi, il y a une différence, excuse-moi, en préambule, tu m'as demandé quelle est la différence, c'est que, alors, comme je t'ai dit, je ne sais pas comment ça se passe en Hexagone, puisque je n'ai pas été en Hexagone, mais en Guadeloupe, euh, ou aux Antilles peut-être, les gens ont besoin de ce contact humain, tu sais, peut pas être 100% digital. Genre, on te connaît pas, on t'a jamais vu, tu peux avoir le meilleur SEO que tu veux, enfin, voilà. Et donc, à un moment donné, je me dis: «Bon, ben, il va falloir que je me bouge un peu, que je sorte, que j'aille dans des événements, que je me fasse un peu connaître». Et là, je commence à faire, des posts LinkedIn, voilà. Et là, je trouve un client. Je commence à travailler, avec un client. Il est, manager de projet immobilier et j'arrive, on commence à bosser ensemble. Au début, je travaillais à l'heure, je facturais à l'heure. Et il me demande de l'accompagner un petit peu dans ce qu'il fait. Sauf que je me rends compte que, un, il ne m'écoute pas. Il veut juste que j'exécute ce qu'il fait déjà. Il veut pas spécialement améliorer. En fait, si. Il était un peu dans l'amélioration, mais il fallait pas que ce soit lui qui le fasse. Il voulait que ce soit moi qui le fasse. Il était genre, ok, ah ouais, super idée, bon, bah, fais-le. Ce qui est cool en soi, mais je n'avais pas vocation à le faire tout le temps, même si ça amenait de la récurrence. Moi, ce que je voulais faire, c'était mettre en place des choses qui fonctionnent seules. Et là, je me dis, j'arrive pas à vendre, je suis pas une bonne vendeuse, je suis pas commerciale. Il faut que je me forme en marketing, en technique marketing. Et ça, c'était le plus gros move de ma vie, je pense. Je pense que c'était la meilleure formation de tout ce que j'ai pu faire, de tout à ce jour. C'est le meilleur investissement que j'ai fait, c'était de me former en stratégie marketing. Je sais plus comment ça s'appelait. Et donc, je me suis formée avec tout un programme de l'ESCP. Et là, je me dis, ok, c'est pas juste de la communication, c'est pas juste des sites web, c'est pas juste du digital. Ok, il y a tout un truc derrière. Ok. Et je comprends en fait à quoi sert le marketing, comment tout ça fonctionne. Et là, Covid. Alors, en janvier, je crois que j'ai mon diplôme. Et ou mars. Enfin bon, voilà. En janvier ou février, bref, remise de diplôme, je dois récupérer mon certificat, c'est génial. J'ai un peu un truc qui se dessine et là, Covid. Et là, mon business model, je me rends compte qu'il était pas, comment dire, il était pas
En fait, je travaille à l'heure, donc ça veut dire que le client, ben, s'il a pas trop de budget, il t'appelle quand il en a envie ou il te dit: «Non, mais aujourd'hui, ce sera juste 1 heure» et cetera et cetera. Donc c'est pas un business model, rentable et périn, en tout cas bref, le covid arrive. De toute façon, je perds tous mes clients, donc la question ne se pose plus et là, je commence à réfléchir sur une stratégie marketing et j'avais pensé à faire un e-book. En fait, ma plus grosse problématique, c'était que mes clients ne comprenaient pas ce que je faisais, ils comprenaient pas l'automatisation. Il y a, allez, 4 ans qu'on parlait d'automatisation, les gens étaient là, c'est un truc de dingue. Enfin, tu sais, l'automatisation d'il y a 4 ans ou il y a 5 ans, c'était l'IA d'aujourd'hui. Tu sais, les gens s'imaginaient qu'on allait tout automatiser et que l'humain ne servirait plus à rien et qu'ils allaient perdre leur travail à cause de ça. Peu de temps avant le Covid, j'avais lancé une offre, je me rappelle, qui s'appelait mon, mon bureau nomade. Comment on appelle ça? Créez votre bureau virtuel ou un bureau nomade et les gens ils étaient là, mais pourquoi faire? Bref, Covid arrive, je commence à travailler sur un e-book en me disant un livre blanc initialement. C'était juste pour permettre à mes clients de comprendre un peu ce que je travaille sur ce truc-là en me disant que peut-être que ça pourrait me permettre de mieux que les clients dédramatisent un peu ou désacralisent l'idée qu'ils ont de l'automatisation. Euh, je rencontre à ce moment-là Jessica, ma collaboratrice actuelle, et je lui montre ce projet d'e-book et elle me dit mais c'est une super idée et en plus ça c'est palpable et c'est un super lead magnet. Alors elle c'est une marketeuse de base donc voilà, moi j'étais novice un peu dans ce concept-là, même si j'avais compris un peu le concept, j'avais pas encore mis forcément tous les mots, tous les termes marketing sur ce truc-là. Donc je sors le e-book en septembre 2018. C'est ça, hein? Le Covid, c'était en 2018, c'est ça? C'était Covid, c'était février 2020. 2020. Voilà. Ouais. Donc en septembre 2020, je sors le e-book et là ça va un petit ça, 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 ça va vite. Euh, j'ai un Ton e-book, projet- il parlait de quoi? alors mon e-book c'était 10 outils pour gagner du temps au bureau. Ok. J'ai un relais presse et là il y a une solution qui s'appelle iPesat euh, dont la DG est de passage en Guadeloupe et elle me dit j'ai vu que tu nous as mentionné, merci beaucoup. Euh, je suis en Guadeloupe de telle date à telle date. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour un workshop ou j'en sais rien. En fait, il y a 3 ans maintenant, c'était un monde tout nouveau pour moi. Je n'y connaissais absolument rien. Enfin, pour moi, je suis en Guadeloupe, sur un tout petit territoire, une solution qui m'adresse la parole et qui me dit, je viens, on fait un workshop, mais j'étais là, mais quoi? Enfin, c'était un truc incroyable, tu sais. Je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est la routine, mais aujourd'hui, on est plus habitué à ce genre de move, mais c'était la première fois Hmm. et c'était vraiment un truc incroyable pour moi. Et donc, elle vit en Guadeloupe, donc Anne-Sophie Desmiel, aujourd'hui, elle n'est plus à Québec. Elle a bougé chez une solution qui s'appelle Swan. Pour elle, c'est l'écoute. Et on crée pour enfin, je crée la web table, donc le talk des amoureux du digital. Et là, en fait, encore une fois, hein, tu sais, j'aime pas parler du syndrome de l'imposteur, on va parler de loi de l'attraction, mais en tout cas, tout se goupille bien et j'ai une plateforme, j'ai un live stream, j'ai un lieu, le spot à l'ancienne, parce qu'il a fermé aujourd'hui, c'est un espace de coworking à Jarry, Jordan Sugar d'ailleurs. J'ai un lieu, j'ai un truc, enfin bon, voilà, je réunis quelques copains et on monte cette émission en une semaine à peine et on a un relais presse et Anne-Sophie participe et là, les gens commencent à comprendre enfin ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et tout est parti de là.
C'est un peu long, mais voilà. Non, non, mais super, super intéressant. Tu vois, on est même pas encore à 30 minutes. Tu nous as déjà dit beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Je vais revenir par exemple sur un point. Tu as dit qu'effectivement, à un moment, effectivement, tu as eu peut-être quelques schémas et la représentation est super importante, effectivement, je pense, dans la vie de tous les jours. Le développement personnel, juste, tu le découvres comment? Est-ce que c'est un livre que tu lis? Est-ce que c'est une conversation que tu as avec quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, c'est une vidéo que tu regardes? Comment tu découvres ça? Parce que je sais que ça peut arriver de diverses façons, et c'est vrai que c'est important, mais comment tu découvres ça, toi? Je, je suis incapable de te dire comment je découvre ça, mais je découvre un site ou une fille, je sais même pas sur quel média je la découvre, qui a une plateforme qui s'appelle Talented Girls, qui s'appelle Anouk, et je m'inscris à sa newsletter. Et Ok. je ne sais absolument pas comment ça s'est fait, ni rien. Bref, je découvre sa newsletter et je m'inscris à sa newsletter. Et elle envoie, je ne sais pas si c'est quotidien ou hebdomadaire, je ne sais même plus, euh, une newsletter qui parle de faire de faire ce qu'on veut faire, enfin est-ce qu'on est qui remettait un peu en cause les schémas, est-ce qu'on est obligé de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, est-ce que c'est ça la vie, enfin bon voilà. Et, euh, et c'est comme ça que ouais, je commence ça, on va dire que ça met une petite graine, ça me pose une petite graine dans la tête et ouais, ça commence un peu à. Alors il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas Instagram. Je sais pas quand. Je fais un peu l'ancienne, mais ou en tout cas j'avais pas Instagram, j'avais pas LinkedIn ou en tout cas pas comme ça. Je sais même pas si j'avais LinkedIn quand j'avais un LinkedIn. Et donc bref, j'ai pas enfin moi je suis un peu dans la partie gestion. Je suis pas dans tous ces trucs de communication, réseaux sociaux et tout. C'est pas des choses qui me parlent. Donc en fait, j'ai des modes de fonctionnement assez archaïques. Je, je sais pas si c'est moi ou si c'est légitime ce que je dis, mais en tout cas 2016, 2015, 2016, ouais, je suis pas sur ces modes de fonctionnement. En tout cas, je découvre tout ça, on va dire en 2015, 2016. Alors, super, super sur ça. Donc c'est cool déjà que tu te sois formé parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est important et je pense que tu vois, même ça fait partie du mindset de l'entrepreneur de se dire, ben, de constamment se former, de constamment choisir les éléments dont on a besoin. Des fois, faut pas non plus trop se former parce que après tu fais une overdose d'informations, je pense. Mais c'est vrai que c'est important de se former au moins pour être capable ben, de savoir ce que tu fais et puis aussi de discuter avec d'autres parties prenantes sur différents projets. Donc, Tandem commence avec toi, avec une offre de freelancing, avec des conseils, tu fais tes propres choses. On voit que à un moment, tu comprends qu'effectivement, il faudra peut-être mettre du marketing. Donc peut-être que, je mets des guillemets, mais un bon produit ne suffit pas. Parlons de ça. Parce qu'effectivement, tu sais, sur le podcast, j'ai aussi reçu des profils tech. Et beaucoup de profils tech, et peut-être d'autres personnes, pensent des fois que le marketing, c'est un peu bullshit. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui se disent, ouais, le marketing, tu sais, on associe beaucoup ça des fois à des gens qui te vendent, je sais pas, 10 000 € par mois au bord de la piscine. Toi, ton avis sur le marketing, je vais mettre un VS, mais est-ce que pour toi, il faudrait avoir un bon produit ou est-ce qu'il faudrait avoir un bon marketing en fonction de la réussite de ton projet? D'après toi, c'est quoi le plus important? Alors, en partant du postulat qu'on a forcément un bon produit, Mhm. euh, ben, évidemment, mon avis est biaisé parce que j'ai fait une formation marketing et tout pour moi, c'est de la stratégie marketing. C'est le fondamental. C'est fondamental en fait parce que le marketing, c'est quand tu comprends que c'est la façon dont tu vas brander quelque chose pour que ça parle à ton client. Parce que tu ne vas pas, surtout moi, en tant que technicienne, donc je suis la plus technicienne de l'équipe Tandem. C'est-à-dire que c'est moi qui exécute parfois, c'est moi qui suis en back office en train d'automatiser, de créer les process, de créer les workflows.
je me rends compte moi-même que quand je parle à des personnes ou quand je vais parler à la personne qui prend la décision, le DG, je vais pas parler forcément son langage parce que je vais être beaucoup trop technique et que lui, il va être un peu plus objectif et qu'il en a rien à cirer de savoir. Enfin, il n'a pas. Moi, je vais être là un peu. Oui, mais attention, je ne suis pas capable de vous dire combien de trucs ça va vous permettre, combien de CA ça va vous permettre de générer, parce qu'il faut que. Alors que lui, il a besoin de savoir combien de CA ça va lui permettre de générer. Et je trouve que le marketing, ou en tout cas notre stratégie marketing, et le marketing va te permettre de créer des offres, créer des produits, créer du wording, avoir le verbatim à employer à ces personnes-là pour intégrer ton monde ou pour que toi tu intègres leur monde. Et c'est au final, pour moi, dans la stratégie marketing, tu englobes toute la partie commerciale. Et c'est pour ça que je ne dissocie pas le marketing du commercial, parce que même quand tu travailles avec un commercial, ça s'intègre dans une stratégie marketing. Donc, pour répondre à ta question, la stratégie marketing, pour moi, oui, c'est le socle d'une entreprise. C'est quelle est la stratégie. Et d'ailleurs, mes collaborateurs, qui sont, euh, qui sont pour la plupart des marketeurs, dès qu'on fait quelque chose, ils vont poser la question, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la stratégie. Donc, en fait, je suis baignée dans cet environnement de marketing parce que parfois, nous, on communique pas pour communiquer. Euh, Évidemment, on communique beaucoup, mais on est des entrepreneurs et on a des choses à vendre. Donc, même notre communication s'intègre dans une stratégie marketing, de pousser un produit, de faire découvrir, euh, de générer des leads, de, de augmenter la notoriété parce que, tu vois. Mhm. Il y a toujours quelque chose derrière tout ce qu'on fait. Ok, ok. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi. Effectivement, je me doutais que tu allais me dire qu'en fait, il faut les deux, mais effectivement, c'est super important parce que moi aussi, en étant tech, au départ, je me disais, le marketing, bon, est-ce que c'est vraiment important? Et puis quand, en fait, j'ai construit un produit dans mon coin qui n'a pas du tout marché, je me suis dit, tu vois, t'aurais dû avoir une stratégie marketing parce que faut comprendre qui sont tes clients, où est-ce qu'ils sont, c'est quoi le problème qu'ils essaient de résoudre, comme tu disais, wording, donc proposition de valeur, quel angle ou quel bénéfice tu vas mettre en avant. Tu vois, un tech, il va mettre les fonctionnalités en avant, Bien sûr. parce que s'il parle à un tech, ça marche très bien. Mais en fait, c'est les bénéfices. Et comme tu dis, c'est ton client, des fois, il a la vision macro, il veut les grandes lignes. Et des fois, tu peux même le perdre. Parce que quand tu vas montrer trop d'expertise ou de termes trop techniques, ben, en fait, il reste humain. Donc, il va se dire, ah, j'y comprends rien. Bon, ben, il y a de la friction, j'y vais pas, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est ultra important. Ultra important. En tout cas, Ok, ok, ok. en tout cas pour nous, oui, la stratégie marketing, ça fait partie de nos fondamentaux. Mhm. Ok. Donc du coup, on voit déjà que Tandem est passé par beaucoup de choses. Vous avez fait pas mal d'itérations. En plus, il y a le Covid qui est venu, donc ça a forcé ben, plein de gens à se réinventer. Donc vous, aujourd'hui, on est sur une version de Tandem, en tout cas à l'instant T. Je sais pas si c'est la version finale. Je sais pas si tu vas continuer de faire exactement ce que tu fais, mais comment t'as géré ces différentes itérations? Je m'explique. Au départ, effectivement, donc, comme tu disais, hein, tu as commencé avec du freelancing. Ensuite, par exemple, à quel moment certains collaborateurs t'ont rejoint? Pourquoi? Est-ce que tu t'es dit, ben, j'ai pris une grosse mission, je pourrais pas m'en sortir seul. Des gens sont venus te rejoindre. Ensuite, comment tu as packagé tes nouvelles offres? Tu vois, j'ai envie de comprendre, tu vois, de façon très explicite et concrète, comment tu as géré tes itérations? Parce que, tu sais, c'est un gros sujet chez les entrepreneurs. On est toujours un peu des funambules et on se dit, est-ce qu'on continue à persister dans une voie mais sans être entêté? Ou est-ce que, ben, il faut être persistant? Tu vois, entêté, persistant, c'est des fois difficile de trouver le juste milieu. Donc, toi, comment tu as géré ces différentes itérations pour arriver à ce que Tandem fait aujourd'hui? Ok. Pendant le Covid, oui. Pendant le Covid, je crée un produit qui s'appelle Tadam et qui est c'est une web app pour permettre
aux indépendants, aux professionnels indépendants, plus spécifiquement aux avocats, de gagner du temps. Et en gros, c'est un truc no-code, c'est une web app en no-code qui te permet de partager, on va dire que c'est un Linktree Pro. Tu partages ça à tes clients, ils peuvent prendre rendez-vous, ils peuvent payer, ils peuvent déposer des documents, ils peuvent compléter un formulaire pour toi en tant que professionnel, mieux qualifier ton besoin et rendre autonome tes clients. Je sors ça en 2020, ça ne prend pas, ou en tout cas, ça ne marche pas comme je voudrais que ça marche et tout. Et en 2021, je me dis, bah, c'est bon, j'arrête ça parce que, voilà. Après, même si j'ai une, une sensibilité marketing, je reste quand même une technicienne. Et donc, je décide d'abandonner ce projet. Puis c'est next, quoi. Ça marche pas, on passe à autre chose. Sauf que là, Julien, mon collaborateur, Julien Danant, il me dit, cette idée, elle est vraiment trop géniale, je peux pas la voir mourir. Vas-y, je veux te rejoindre pour qu'on, pour qu'on développe ce truc-là. Dans le même élan, Jessica se joint à nous et on décide en fait de continuer à travailler pour développer ce truc-là. Donc c'est comme ça au final que je m'associe et et au final, non, parallèlement à ça, je prends une très grosse mission que je ne pourrais pas faire seule. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à travailler avec des collaborateurs. Ensuite, on fait cette grosse mission qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Un grand groupe de 150 collaborateurs. Euh, je préviens en amont, je préviens le DG en lui disant, écoutez, on n'est pas forcément staffé, on est une petite agence, c'est la première fois qu'on travaille avec un gros client comme ça, vous êtes notre premier. Euh, c'est pas, alors pour le coup, c'est vraiment pas du syndrome de l'imposteur. C'est juste pour que les choses soient claires et qu'ils puissent bien comprendre que on ne pourra pas avoir une rapidité d'exécution comme une agence à 20 personnes et on aura nos délais et qu'on ne pourra pas être forcément euh, toujours disponible. Ta mission, elle consistait en quoi sur ce grand groupe-là? C'était, alors pour le coup, c'était vraiment de la transformation digitale. Ils sont en Ok. transformation digitale et voilà, let's go. Et donc, ça passe par une phase d'audit parce qu'au final, donc le DG nous dit voilà, il y a trop de papier dans l'entreprise, on veut tout digitaliser, go ahead. Et donc, on passe par cette phase d'audit. On audite 25 personnes, on consolide de tout, on fait un rapport d'audit, beaucoup de réunions, beaucoup de restitutions, beaucoup de rendez-vous, etc., etc. Euh, D'ailleurs, je remercie ce DG qui nous a fait confiance parce que vraiment, il n'a pas eu peur, tu sais, du fait qu'on lui dise on est une petite agence et tout. Il nous a dit bon, vous connaissez votre domaine, ok, bon, bah, on se rend compte durant cette mission qu'on est ultra sollicité, que ça nous prend tout notre temps, qu'on n'a pas le temps de faire autre chose et on ajuste rapidement. En fait, on se dit cette mission-là, euh, la première fois qu'on va sur un client aussi gros, on ne doit pas devenir les salariés de nos clients. Ou en tout cas, on ne peut pas être devenir les freelances de nos clients. Tu viens, mais je veux que tu sois là, etc., etc. Et on s'est un peu à un moment donné retrouvé dans cette position de freelance de notre client. Et donc on réagit, c'est comme ça qu'on réajuste nos offres et qu'on se dit, nous on travaille en tandem, donc notre marque c'est les ateliers, c'est les bootcamps et on crée le produit le bootcamp et on crée le produit le workshop. Je veux que tu viennes t'asseoir avec moi en atelier et que on fasse ensemble. Parce que quand je sors de là, je ne veux pas avoir à travailler pour toi en plus de ce que j'ai déjà fait pour toi en rendez-vous. Et donc l'idée du workshop, c'est d'impliquer le chef d'entreprise euh, dans la mise en place de ces process. Aujourd'hui, on fait du one shot. Euh, Pourquoi? Parce qu'on n'est pas staffé pour faire justement de la maintenance. Peut-être que c'est un modèle vers lequel on ira prochainement. Aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas staffé pour faire ça.
heu et on fait du one shot. Donc évidemment, on fait du SAV bien sûr, hein. Quand tu nous contactes, on te dit pas: «La mission est terminée, débrouille-toi». En fait, on va travailler avec toi, on a ce qu'on appelle la hotline, qu'on met en place avec nos clients. Mais ce que je veux dire, c'est que, l'idée, c'est de pouvoir travailler en one shot. Donc c'est comme ça qu'on crée le bootcamp, le workshop et aujourd'hui, les offres de Tandem, donc c'est l'audit. Ça, c'est, comme ce chef d'entreprise où tu nous dis, «Ah, je veux digitaliser», nous, on va savoir, bah, qu'est-ce que tu veux digitaliser? Qu'est-ce que tu entends par digitalisation? De quoi tu as besoin? Et cetera et on va te restituer, un rapport d'audit avec un benchmark, de ce que tu devrais mettre en place par rapport à ce que tes équipes nous ont précisé. Parce qu'il y a toujours une nuance, hein, entre ce que les boss, heu, disent, voient et veulent et ce qui se fait réellement sur le terrain et les problématiques de terrain. Donc on a le rapport, on a l'audit, ensuite on a le workshop, le bootcamp et à l'issue du workshop et du bootcamp, on peut aller vers du studio no code où là on va faire, mais en préambule, il va falloir que tu fasses un workshop ou un bootcamp et combien de fois je me suis rendu compte à quel point le bootcamp ou le workshop était nécessaire parce qu'il y a une nuance pour te donner un exemple. Je travaillais avec une communauté d'agglomération et ils m'ont dit, «On veut un formulaire, pour faire ça, 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 pour collecter les besoins, voilà. Donc je me suis dit: «OK, nice», tu sais, je me suis dit: «Oh bah cool». Je propose quand même le bootcamp et en fait, je me rends compte que durant le bootcamp, que c'est pas juste un formulaire qu'ils veulent, c'est un quiz, c'est un outil de Mmh. scoring qui va, chaque réponse va être adossée une note et qu'à la fin de la note, tu as une note globale qui te permet de savoir si tu es éligible à ça ou ça et je me suis dit: «Mais j'aurais livré le truc, j'aurais dit: «OK, voici les questions, 133 questions, voici les questions, je complète le truc et tout, je digitalise, j'ai fourni le truc» et ils m'auraient dit: «Non». Et justement, dans le bootcamp, je me rends compte que cette nuance-là, bah, ça change tout. Parce que quelqu'un qui te dit: «Je veux un formulaire et je veux un outil de scoring», bah, non, c'est pas la même chose, en fait. Mais ça, le client, il peut pas le savoir parce que c'est pas son secteur d'activité. Donc voilà, donc pour résumer, on a l'audit, on a le workshop et le bootcamp. Le workshop, c'est en one-one, le bootcamp, c'est en entreprise. Et le studio. OK. OK. En plus, ce que tu dis, c'est tellement je suis totalement d'accord avec toi parce que, en fait, au début surtout quand tu es technique, tu as tendance à te dire en fait, tu as tendance déjà à aimer la technique. Donc tu aimes bien mettre les mains dedans, coder des trucs ou bien faire tes automatisations, faire tes workflows, peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte qu'en fait, je sais pas, dans une prestation complète, il y a quand même un gros pourcentage qui doit être alloué à la compréhension du besoin, mais à bien comprendre ce que veulent justement les clients et les prospects, parce que encore une fois, c'est pour éviter. En fait, de ça va dérouler toute la prestation dans un bon état d'esprit, un bon mood, et que tout le monde comprenne et que personne ne se sente lésé, etc. Donc, des fois, le plus tu passes pas de temps, mais en tout cas, le mieux tu comprends effectivement ce que veut ton client, et mieux la prestation se déroule. Et comme tu dis, parfois, le client ne sait même pas ce qu'il veut. Et dans beaucoup de cas, déjà dans beaucoup de cas. Donc du coup, toi aujourd'hui avec ton, je vais sur cette question-là parce que tu en as parlé. Toi justement aujourd'hui avec ton expérience, comment tu arrives à faire tes clients parler ou en tout cas à bien comprendre ce que veulent tes prospects ou quand on te fait un call ou etc. Alors déjà, je mesure son alors pour le coup, je suis pas la meilleure de l'équipe pour jauger ça, mais Mhm. sa motivation. Est-ce que c'est des calls touristes? Est-ce que c'est des calls ou de quelqu'un qui veut passer à l'action? Donc je vais savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, où est-ce que qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Est-ce que tu as déjà essayé des choses, etc. Ensuite, je vais poser des questions un peu techniques. Comment vous faites ça, etc. Pour lui-même, en fait, si tu veux, ces questions-là, c'est des questions un peu miroirs pour que lui-même se rende compte que, ah oui, ok, on fait ça, mais c'est pas optimal, etc. Et souvent, eux-mêmes sont critiques envers leur propre procédé. Et après, j'ai aucun problème avec ça.
je donne des conseils. Dans tous mes calls, dans tous les calls que je fais, même ceux qui n'aboutissent pas, et je pense même qu'il y a des gens qui font des calls, qui écoutent les conseils et qui partent, mettre en place, ce qu'on a fait, mais je suis OK avec ça parce que je me dis: «C'est peut-être pas mon client» et c'est assurément pas comme ça que je l'aurais fait dans tous les cas parce que c'est pas moi qui oui, je donne des éléments de réponse parce qu'en quelque sorte, parfois, c'est rassurant. Mais je reconnais que les clients qui me demandent, hem, de faire des ils sont pas beaucoup, mais les clients qui me demandent de faire des audits avant de faire quoi que ce soit, c'est les missions qui se déroulent le mieux généralement, mais vraiment. Mmh. Et quand je regarde, heu, avec le recul, je me dis: «Mais en fait, même le gros client là dont je t'ai parlé, le de 250 collaborateurs, ça a duré 1 an et demi, c'était épuisant, on était essoufflés, fatigués, tout ce que tu veux. On a été en Martinique, une autre partie ils ont dû aller en Guyane. Enfin bon, c'est un grand groupe réparti sur 3 territoires et à la fin, ben, il a reconnu que, enfin il nous a félicités pour tout le travail qu'on avait fait. Il nous a dit: «Voilà, vous m'avez jamais caché que vous étiez une petite agence» et franchement les mots comme ça te booste un peu et ça te rend de plus en plus légitime, vis-à-vis de toi parce que bon, tu sais que tu es expert, mais tu sais que c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Mais un client qui commence par me dire: «OK, bon, ben, je suis prêt à payer pour avoir un audit», généralement les missions se je suis consciente aussi que, tout le monde ne peut pas, payer un audit ou n'a pas le budget pour vouloir payer un audit. Mais du coup, ça me permet de jauger aussi la qualité de la mission et la qualité du besoin et aussi la motivation du client à aller sur ce terrain-là. OK. Non, non, super, super intéressant et c'est vrai que c'est difficile de soigner quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il a un problème. Donc effectivement, si déjà il te parle d'audit ou si tu le fais et que tu le mets en lumière, ça devient effectivement beaucoup plus simple, de proposer ce que tu vas proposer après. Il y a un truc aussi, que j'ai compris en étant entrepreneur et je commence à peine à faire la paix avec ça, c'est que tout le monde ne sera pas ton client et tu n'es pas faite pour tout le monde. Donc ces 2 trucs-là, je les ai intégrés, c'est ancré et cetera. Donc il y a des personnes avec qui tu vas faire des calls, tu vas pouvoir aller loin dans le processus avec eux et tout et cetera. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer. Tu te dis: «OK, c'est juste pas mon client». C'est tout simplement. Mais pas te dire, «Ah oui, c'est parce que je vais aller modifier mon offre et cetera et cetera». Parfois j'envoie des offres, c'est trop cher. OK, il y a pas de souci, c'est juste pas mon client, mais moi je vais pas me remettre en question. Mmh. Ouais, non, ça, je pense que ouais, c'est quand tu passes ce cap-là, effectivement, je pense que c'est le cap, tu sais, on a parlé du premier cap où tu prends un peu tout et quand tu as besoin, etc. Mais c'est vrai que bah, en business, c'est souvent, t'as beaucoup, des fois en tout cas, et souvent sur le agence client, t'as des fois un rapport de force, c'est qui a besoin le plus de l'autre. Moi, j'aime les relations win-win, où en fait, où tout le monde est gagnant et on a un truc qui se passe de façon très saine. Mais des fois, tu as aussi souvent ce rapport de force-là. Et effectivement, à partir du moment où toi, tu as compris quelle était ta valeur et tu peux même la rapporter de façon très rationnelle parce que assis avec ce que tu fais, tu vas régler des problèmes, je caricature, mais qui vont économiser le travail de 5 6 personnes. Tu rapportes ça au coût que tu fais économiser et puis au temps justement passé à la prestation et tu te rends compte que des fois tu vas aller résoudre des problèmes qui coûtent plus de 10 000 euros, plus de 20 000 euros, plus de 30 000 euros. Donc en fait, quand tu ramènes ça, et en tout cas quand tu fais comprendre ça à ton client, effectivement ton prix, puisque cher pour moi c'est très subjectif. C'est cher par rapport à quoi, tu vois? C'est ça. C'est J'ai ça, dit j'ai dit que je me suis fait former en marketing et qu'il n'y avait pas de formation Mhm. d'entrepreneur, mais j'ai une coach business. Heu, D'accord. j'ai une coach business justement qui m'a imprégnée de toutes ces notions-là. C'est cher par rapport à quoi? Parce qu'au final, avant, je facturais à l'heure, sans facturer parce qu'au final, ça me prend pas de temps. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, j'avoue, j'adore faire des formulaires. Je sais pas si j'aime bien ça. Tu sais, parfois, le week-end, je me pose et je me dis: «Ah tiens, je vais faire un formulaire sur ça». Ou, Trop ou, bien. je me dis: «Ah tiens, j'ai vu un nouvel outil, Fill Out, ça fait longtemps que je veux tester, puis des formulaires, tiens, je vais tester la fonctionnalité de Quiz» et cetera. Enfin bon, bref,
J'aime bien ça. Et du coup, ça me prend quand quelqu'un me dit, «Ouais, OK, je veux un formulaire qui fait ça, ça, ça». Moi, dans ma tête, je me dis: «OK, c'est un conditionnel à faire ça, ça, ça». Enfin bon, bref, voilà. Et je vais pas mettre beaucoup de temps à le faire en réalité. Et c'est ce que je facturais Mmh. avant. Donc mes prix n'étaient pas chers parce que je prends pas beaucoup de temps à le faire. Et au final, la notion que la coach business m'a enseignée, c'est que tu ne factures pas que en notion, tu ne factures pas sur le temps que tu passes, tu factures aussi la valeur que tu apportes à ton client. Et ça, c'est quelque chose, quand tu n'as pas été entrepreneur ou quand tu n'es pas où tu es, que tu n'arrives pas à intégrer. Donc aujourd'hui, je pense pas qu'on soit l'agence la plus chère, mais on facture aussi la valeur qu'on t'apporte. Oui, c'est peut-être un formulaire, mais c'est peut-être le travail de quelqu'un euh, qui est allégé de 50%, qui va lui permettre de faire plus de qualitatif, qui va te permettre de gérer plus de demandes, qui va te permettre de gagner plus de temps et donc d'argent. Enfin bon, voilà. Mmh. Donc au final, derrière notre expertise qu'on acquiert au fur et à mesure, hein, de chaque mission, tu apprends quelque chose parce que comme tout à l'heure, je parlais de win-win. Parfois, il y a des projets où je me dis, quand je vais commencer, je sais pas faire ça. Je sais pas faire, on me l'a jamais demandé. Et puis au final, tu sais, j'ai travaillé avec un garage et une carrosserie. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir, leur apporter?» Tu sais? Et au final, bah, tu te rends compte que c'est win-win parce que maintenant, je comprends les process, d'un garage, je comprends leurs problématiques et on a réussi à travailler tous les 2 à monter en compétence sur ces sujets-là. Donc quand derrière, tu as une carrosserie qui me demande un devis pour les accompagner, je sais déjà quelles problématiques ils ont. Mmh. Mais ça, OK. c'est vraiment de l'expérience, je pense. Ouais. OK. C'est vrai que, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, il y a une il y a beaucoup, il y a un peu une phrase, mythique, en entrepreneuriat qui dit qu'en fait, accepte quelque chose que tu ne sais pas faire et puis ensuite apprends, ben, pendant que tu le fais. Par contre, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en ta capacité d'apprentissage. Il est vraiment là le point parce que je pense que même si peut-être sur la carrosserie tu savais pas faire, en tout cas tu avais pas les tenants les aboutissants, de façon un peu macro, un peu floue, tu te dis bon, je vois un petit peu comment je vais y arriver. Je sais pas encore comment le how, tu vois, mais je vois un peu de façon macro comment je vais résoudre ce problème-là, quoi. Ouais, alors attention, il y a une nuance entre quand je dis que je ne sais pas faire ou que j'ai jamais fait ça, c'est par exemple, un outil que j'ai jamais testé ou des choses comme ça. Je n'accepte Mhm. rien que je ne sais pas faire. Si je ne Ok. sais pas faire, je te dis clairement, je suis navrée, je vais vous rediriger vers quelqu'un qui fait ça et cetera. Nous, en tout cas, dans notre agence, on ne fait pas ça. Donc Hmm. oui, en fait, je parle plus dans le détail d'un outil, par exemple, quelqu'un qui va nous demander une problématique auquel on n'a pas encore été confronté, mais que bien sûr, on a la méthodologie pour y arriver. Mais tu as toujours Hmm. tant de questionnements qui durent un millième de seconde, parce qu'au final, dès que tu te mets dedans, tu te rends compte que, ok, ah ouais, ça, voilà. Mais je n'ai pas la prétention, quand quelqu'un bah, comme je l'ai fait avec le directeur général de cette entreprise de 250 personnes, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai déjà tout. Je suis très humble et parfois ça peut même passer pour du syndrome de l'imposteur, etc. C'est juste que je sais bien que je n'ai jamais fait ça, mais ça m'excite d'aller dessus, tu vois. Ça m'excite vraiment d'aller sur ce projet-là. Mais je n'ai pas de problème à dire que je ne sais pas faire. Quand je ne sais pas faire, je te redirige vers quelqu'un qui sait faire. Mais quand je n'ai pas été confrontée à cette problématique-là, j'ai pas de problème à le dire et à accepter le challenge. Ok. Ok, super. D'ailleurs, sur l'aspect où effectivement tu rediriges vers quelqu'un, toi, tu as développé un peu, je dirais, une verticale apport d'affaires ou pas forcément? Euh, Est-ce que tu prends une franchement, commission sur le projet ou pas du tout? franchement, non. Non? Franchement, Ok. non. Et on va dire qu'on est une bande de copains. Mhm. Et en fait, c'est du tu partages ce truc-là, tu m'emmènes ce truc-là. Il y a Ok. pas, enfin, je n'ai pas encore aujourd'hui pris une commission
sur des missions que j'ai peut-être dû, voilà. Je vais dire à la personne, OK, par exemple, pour du développement web, je vous recommande de passer par quelqu'un qui s'appelle Jordan Vernon. C'est un collaborateur tandem et un copain à nous. Mais je vais pas dire à Jordan, tu me files. D'accord, ok. Ok, ok, ok. Non, non, je vous ai Après, dit ça parce que... Vas-y. après c'est aussi, je n'ai pas cette dimension d'apport d'affaires. Je sais pas pourquoi. Faudrait que j'y réfléchisse, mais c'est vrai que je ne recommande personne avec qui je n'ai pas encore travaillé. Je ne recommande pas des gens avec qui j'ai pas travaillé, tu vois, parce que je, je, je sais pas. Donc, il y a des personnes, évidemment, hein, tu t'en doutes, sur LinkedIn qui me disent oui, on peut mettre en place un partenariat, etc. Mais que je te connais pas, je sais pas ce que tu fais, je vais certainement pas t'envoyer des leads, enfin, voilà. Ce Hmm. qui fait que mon cercle proche est vraiment très restreint et se restreint à des copains. Et je n'ai pas Mhm. besoin de l'élargir. Et voilà. Ok. Ok, non, non, très clair sur ça. Ok, donc tu as évoqué aussi une problématique parce que j'ai bonne mémoire. Tu disais qu'effectivement, la taille du territoire fait que pour se développer, pour grossir, ben ça peut être plus compliqué que peut-être dans sur d'autres territoires ou dans d'autres régions. Aujourd'hui, Tandem, euh, quelle est l'ambition derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est plutôt on peut faire même d'une pierre deux coups, mais est-ce qu'aujourd'hui toi c'est plus un business que tu vois comme un business lifestyle? Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un business qui va supporter ton style de vie, ou est-ce que tu es vraiment venu pour retourner une industrie ou bien transformer un maximum d'entreprises avec de la transfo digitale? Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est comment tu penses à étendre justement Tandem? Est-ce que ça va être par exemple, hein, je donne des exemples, mais est-ce que ça va être par des prestations qui vont devenir de plus en plus premium, dans le sens où tu vas avoir peut-être moins de clients, mais comme c'est premium, ben en fait, tu vas faire peut-être le même chiffre d'affaires que tu faisais. Est-ce que c'est par rapport à aller plus une conquête de territoire, en disant, ben voilà, aujourd'hui c'est Guadeloupe, ça va être Martinique, ça va être aussi l'Hexagone. Comment tu vois justement les prochains mois, les prochaines années, sans lire l'avenir parce qu'on ne sait pas, mais comment tu prévois ça en tant qu'entrepreneur, l'avenir de Tandem? Ta question est super Vas-y. intéressante. Euh, Aujourd'hui, donc, tu as dit business, lifestyle, non. Je sais pas comment tu as parlé du deuxième point, mais c'est un peu ça. Ça s'intègre dans une Ok. vision. Alors, je n'ai pas la prétention de venir retourner le marché ou révolutionner quoi que ce soit, mais je me rends compte que ma mission personnelle à moi, parce que je suis bien consciente que Tandem commence à être quelque chose, en fait, à exister par lui-même, et j'incite aussi mes collaborateurs, je le vois, hein, à exister par eux-mêmes. Et donc, Tandem, c'est moi qui porte le projet, mais à, je me rends compte que c'est quelque chose que Tandem commence à vivre par lui-même, ça me fait plaisir, tu vois. Quand je vois Hmm. que un autre CM, elle poste des trucs où je me dis, ah ouais, moi, j'aurais pas posté ça, mais ça rentre dans la dynamique de Tandem. Ou que, Jessica commence à mettre en place une stratégie où je me dis, ah ouais, j'aurais pas pensé, mais oh, nice, tu vois. Ma vision, donc du coup, je vais parler de ma vision perso qui va découler de Tandem, puisque je suis la fondatrice et que même si je laisse euh, à mes collaborateurs l'opportunité d'être 100% indépendants sur leurs idées, etc., c'est que Tandem, en fait, prône l'autonomie. Je pense tellement que les gens, en fait, gagneraient à être autonomes, mais j'ai vraiment, tu sais, au fond de moi, je me dis, mais j'ai vraiment, et au final, on le retrouve dans toutes nos missions, c'est que je veux que tu sois autonome. Je veux que tu comprennes comment ça fonctionne. Je veux que tu aies le savoir pour pouvoir être indépendant. Donc, quand je fais un workshop et qu'à l'issue du workshop, mon client me dit 2 mois après, ouais, ouais, je vais faire un call avec toi pour te montrer ce que j'ai mis en place, limite, ça me donne du baume au cœur. Donc, au Hmm. final,
Pour revenir au point 2 et au point 3. Donc le point 2, oui, ça s'intègre dans une vision qui me dépasse un peu de cette notion de prôner l'autonomie et le faire effectivement sur d'autres territoires. Aujourd'hui, je suis impliquée dans une association qui s'appelle 10 000 causes, avec laquelle je me suis rendu compte directement avec le fondateur, donc Douglas, qu'on avait les mêmes valeurs de prôner l'autonomie, de prôner le partage. Je parlais de ça récemment dans un autre podcast où j'ai été invitée, où je disais qu'en fait, moi, je veux que les gens sachent. J'ai aucune volonté de, tu sais, de garder l'information et que les gens ne sachent pas, etc. Je me rends compte que la personne qui m'a fait découvrir 10 000 codeurs, donc c'est Amdi Atou Adjama, c'est une Togolaise qui m'a entendue dans un webinaire en 2021, je crois. En 2023, elle me contacte pour me dire oui, je t'ai découvert dans un webinaire en 2021 et aujourd'hui, je voudrais que aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire un webinaire et je veux t'avoir en invité et tout. J'étais là, mais quoi? En 2021, quelqu'un a entendu ce que je disais, elle s'est fait former au no-code et aujourd'hui, elle est développeuse no-code. Elle a un webinaire, elle m'invite moi pour en parler avec elle et tout. Et j'étais là, mais les graines que tu vas semer un petit peu partout, ça va peut-être pas te revenir en gain financier, tu vois, mais ça va te revenir pour moi parce qu'il y a des personnes qui veulent, voilà, qui ont besoin de la notion un de ce que tu disais de lifestyle, de prendre l'argent et voilà. Mais j'avoue qu'il y a un truc derrière, je ressens une satisfaction quand après m'avoir entendu écouter ou après une prestation de service, quelqu'un. Donc, je me suis impliquée dans cette association d'Inicodeurs qui accompagne les, euh, les jeunes Africains de l'Ouest à monter en compétences. Et donc, du coup, ça s'est fait un peu de façon naturelle de se dire, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire sur ce territoire-là, en Afrique de l'Ouest? Et, euh, et petit à petit, on s'imprègne un peu du marché, euh, on s'imprègne un peu de la culture, on s'imprègne un peu aussi des besoins pour un peu allier les deux, allier mission et business. Voilà. Donc, Ok. pour répondre à ta question, oui, on se développe, enfin, on est en train de se développer en Afrique de l'Ouest. Ok. Franchement, c'est trop bien parce que, tu vois, je trouve que, en fait, c'est ce que j'aime beaucoup aussi avec le digital, c'est que, en fait, il y a aucune barrière. C'est-à-dire que, tu vois, comme tu dis, hein, déjà 2021, 2023, tu vois, t'as quand même plus de, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, quand même on te recontacte, et puis au final, t'es sur un autre continent, etc. Je trouve ça trop bien parce que ça veut dire, en fait, il y a aucune limite, et puis aussi que, je pense que, tu vois, c'est ce que tu disais sur, effectivement, le fait de semer des graines et que tôt ou tard ça te revient. C'est qu'en fait, je pense que aussi que quand tu fais je dirais, je vais pas juste parler niveau business parce que je veux pas non plus parler trop de dev perso, mais quand tu fais des bonnes choses, des bons produits, des choses à impact, en fait, même si ça marque une personne, ça marque une personne, tu vois. Et tu auras quand même marqué une personne que peut-être tu connais pas, ou que tu connaissais pas à l'instant T. Et puis après, au final, quelques années après, cette personne-là te revient, vient te parler. Puis, qui sait, ça peut aussi déboucher sur d'autres choses. Mais c'est ça que je trouve trop bien, tu vois, dans l'impact de l'entrepreneur, c'est aussi ben, ça a quand même de beaucoup d'impact, tu vois. Et je trouve ça Ouais, intéressant, quoi. et franchement, ça m'a profondément choquée, mais vraiment agréablement choquée, bien sûr, mais ça m'a profondément Mhm. choquée parce que parfois, quand je fais des interventions, avant, comme j'étais très stressée, Mhm. je me disais, de toute façon, personne ne regardera et ça n'intéressera personne. Mhm. Tu sais, c'est une manière aussi. Une fois, je suis intervenue à un sommet caribéen qui s'appelait le Big Tank. Je sais pas, je sais plus, ça devait être en 2021 aussi. C'était un truc caribéen, anglophone. C'était Sainte-Lucie qui organisait ça. Il y avait plusieurs îles de la Caraïbe et j'intervenais à côté de Barbadiens, Saint-Lucien. Oui, non, Ah il y avait deux ouais. Barbadiens, un Saint-Lucien et j'étais la seule francophone.
Mhm. Et c'était la thématique, c'était ces entrepreneurs qui ont réussi à, à passer le Covid ou je sais pas trop quoi. Et je me disais, mais personne ne va regarder ce truc-là, personne ne va se souvenir de toi, personne, voilà, de toute façon, c'est en live. C'est des trucs que tu te dis pour te rassurer. Turns out, il y a Mhm. des gens qui t'écoutent, qui te suivent, qui, chez qui tu sèmes des petites graines, que tu inspires à ton insu, parce que c'était pas forcément le but. Et maintenant que je commence à comprendre que ça rejoint aussi ce que je viens de dire, que je ne suis pas pour tout le monde, et que tout le monde n'est pas fait pour moi aussi, et ben tu te dis, bah voilà, il y a 100 personnes qui t'ont écouté, peut-être une personne euh, va entendre et va faire germer un truc. Enfin, tu sais, la dernière fois, j'étais dans un salon. Juste, je marchais dans le salon et je rencontre une ancienne cliente à moi et elle me dit, ah, la toolbox que tu as mis en ligne sur ton site en je sais pas quelle année, ben, je reviens dessus pour voir en fait tes produits et tout. J'étais là, mais j'avais oublié ce truc-là. Deux, j'ai pas mis ça à jour depuis je sais pas combien de temps. Mais il y a des gens qui se connectent sur mon site pour aller checker une toolbox parce qu'ils se disent, ah oui, Tandem Office, oui, c'est des produits, etc. Et en fait, ça rejoint aussi la stratégie marketing peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que tu fais aujourd'hui en te disant, ben voilà, mais qui ont un impact après. Et du coup, bah, elle m'a dit ça et je me suis dit, quoi, il y a des gens qui me regardent encore ma toolbox. Ok, ça intéresse des personnes. Donc j'en parle avec une autre personne qui me dit, bah oui, mais moi aussi, je vais sur ton site pour regarder ta toolbox. Donc on a remis la toolbox à jour et là on a mis l'intégralité de notre toolbox en ligne. 250 outils avec le descriptif et tout. La totale quoi. Mais tu sais, ouais, il y a une volonté d'avoir de l'impact. Après, je n'ai pas la prétention de retourner quoi que ce soit. En revanche, euh, ouais, je me dis pas que je veux que ce soit un truc périn. Je veux que Tandem Office existe par lui-même. Je veux que ce soit un truc qui existe, qui existe sur la durée, hein. Et limite, pour ton premier point, le lifestyle, je peux le faire moi en indépendant, tu vois, mais je le ferai en dehors de Tandem. J'ai des Mhm. petits projets, tu sais, bah, même le projet de Tadam, tu vois. Au final, on continue à travailler dessus avec avec Stéphane Babou que tu connais justement. Ok. Ouais, bonjour à Mais, Stéphane. mais ça rentre dans notre lifestyle. On essaie de trouver un modèle de récurrence euh, qui va nous permettre de soutenir notre mode de vie. Mais pour moi, Tandem, c'est vraiment un truc. Ok. Ok. Non, non, trop bien, trop bien. Euh, Là, j'ai aussi une question pour toi. Alors, moi, je vais te parler franchement. Moi, quand je te vois, je me dis, ça, c'est une femme ultra organisée. Moi, c'est l'image que tu me renvoies. Et de la façon dont tu parles aussi, en me disant que déjà que t'es technique, que t'aimes les process, je me dis, franchement, je sais pas, hein, mais elle doit avoir des habitudes. Il y a des journées, tu vois, il y a des moments, c'est ultra carré. Tu sais qu'elle fait ça, tu sais qu'elle est dans tel lieu, etc. Ma question, peut-être que je me trompe, je ne sais pas du tout. Comment tu gères tes journées aujourd'hui? C'est quoi une journée type de Florence aujourd'hui? Alors, tu sais quoi? Ben, au début, j'avais tendance à penser que je n'étais pas organisée, mais à force de parler avec des gens, je me rends compte que je suis très assez organisée en fait. Et je me dis, tu sais, je réfléchis et je me dis, mais en vrai, je suis quand même assez organisée. Donc, mes journées sur la semaine sont définies en plage, hein, évidemment. Ok. En fait, paradoxalement, à tout ce que je vais te dire, je pensais que je n'étais pas organisée parce que je souffre de procrastination aiguë. Ok. Et a priori, c'est lié au stress, à ce qui paraît. Mhm. Bref, ce qui fait que je peux procrastiner longtemps sur un sujet et avoir au dernier moment besoin de le faire, etc. Et
Alors, mon défaut, on va dire que c'est la procrastination, mais l'une de mes qualités, c'est que j'ai une capacité de production assez rapide et assez phénoménale. Je peux produire beaucoup de choses en peu de temps et voilà. Ce qui fait que, Mais juste, je t'arrête ici pour pas qu'on oublie, mais quand tu dis que tu procrastines sur des tâches que tu n'aimes pas faire, que tu te dis, je sais qu'il faut le faire, mais j'ai la flemme de le faire, ou tu parles sur des tâches générales. en réalité, je me rends compte que je procrastine sur des choses qui me font chier. Ok. Sur des trucs où je me dis, parce que la réalité, c'est que j'ai suffisamment de recul sur moi-même pour le dire, mais la réalité, c'est que je me dis, par exemple, ah tiens, il faut que je prépare ce truc-là, un ending point avec un client, tu vois. Je me dis, Mhm. la mission est terminée, ça fait chier, faut que je prépare le ending. Et au final, quand je vais me poser pour le faire, la veille au soir ou le matin même, eh ben, je sais déjà, en fait, ce que je vais mettre dedans. Donc, au final, ça me prend pas beaucoup de temps. Et je vais le faire vite et le client va être satisfait, il ne va y voir que du feu. Donc, en réalité, je pense que je procrastine sur des trucs qui me font juste chier, mais que je Mhm. sais que je peux faire rapidement et que c'est pour ça que j'ai pas envie de faire maintenant. Hmm. Ok. Sur les choses qui me demandent beaucoup de temps, oui, là, je vais me dire, OK, il faut que je bosse dessus et je vais prendre le temps de le faire parce que ça va me demander de la réflexion et là, je vais m'obliger à bosser dessus. Ok. Donc, pour répondre à ta question, le mardi et le jeudi, c'est mes matinées call. Non, c'est mes journées call. C'est que sur ces créneaux-là que je fais des calls. Le lundi matin, c'est ma journée où je sors du week-end. Euh, c'est paradoxalement mon moment un peu chill parce que le week-end, je travaille beaucoup. Enfin, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher en tant qu'entrepreneur, on n'a pas cette notion de jour vacant. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté complètement. Enfin, les week-ends, etc. En fait, c'est une notion assez salariale de la vie. Parce que moi, tout ce Mhm. que je vois pendant le week-end, c'est que personne ne va me contacter, que je vais pouvoir rentrer dans des tâches bien deep et que je sais que mes clients sont pas là et qu'ils risquent pas de me déranger, je n'aurai pas de call et tout. Et donc, généralement, le week-end, c'est mon moment où je suis un peu en mode production. Je vais travailler mes contenus LinkedIn parce que ça fait partie aussi pour moi de mon travail, la communication, où je vais rentrer dans des tâches profondes. Donc, ce qui fait que le lundi, je suis un peu cool, c'est mon créneau, je suis un peu cool, etc. Euh, le vendredi, c'est mon créneau dédié à mes mails, tu vois. Aujourd'hui, j'ai choisi ce créneau-là parce que aujourd'hui, on est vendredi, hein, pour ceux qui vont écouter ce podcast. Et tu vois, là, je sais qu'aujourd'hui, je vais répondre à mes mails, programmer mes mails de la semaine, etc. parce que je programme mes mails. Et, euh, et au final, j'avance. Il y a des créneaux le lundi, le mercredi et le vendredi où j'avance un peu avec le flow. Tu vois, ce qu'il y a à faire, voilà. Le jeu, ouais. Parce qu'en fait, le mardi et le jeudi, c'est les créneaux où quand tu as des calls toute la journée, tu peux rien faire d'autre, en fait. Tu peux pas, entre deux calls, tu vas pas te mettre dans une tâche. En tout cas, moi, ça me demande beaucoup de temps pour rentrer dans le flow. Et donc, c'est le mercredi, le lundi et le vendredi. Ensuite, on a les points hebdo où on a des points hebdo qui sont calés de façon systématique dans nos agendas. Mais, euh, mais justement, je me rends compte aussi que quand je fais des déplacements, je suis aussi assez organisée comme ça. Tu sais, je prends des rendez-vous en amont, mon agenda il est bien booké. Tu sais, je me déplace pas comme ça en me disant ah tiens, on verra. C'est avant que je parte, mes rendez-vous sont calés, ils sont pris, ils sont bookés en agenda. Après, je pense que je rigole un peu, tu vois, mais c'est un peu la vieillesse aussi, tu vois. Quand je prends je book des verres avec mes copines, les créneaux, goûter avec les filles et tout, c'est dans l'agenda, tu vois, parce qu'il faut pas que ce soit Hmm. là, etc., etc. En fait, je suis très agenda based et ma journée, en réalité, elle est en fonction de mon agenda.
Ok. Tu fais partie de cette team de personnes qui disent, pardon, si ça n'existe pas dans l'agenda, ça n'existe pas du tout. Écoute, oui, quoi. Oui, en fait, à un moment donné, quand t'es salarié, et c'est ce que parfois les clients ils comprennent pas, c'est que eux ils ont une seule activité, ils ont une seule mission. Et c'est ça, et eux, tu leur as dit, oui, ben mardi, tel jour, envoie-moi une invite. Eux, ils ont peut-être pas envoyé l'invite. Si c'est un sujet qui est annexe pour toi, si c'est, tu sais que c'est important pour toi, tu vas te souvenir et tu vas caler le créneau dans ton agenda. Maintenant, je le fais systématiquement tout de suite parce que ça m'est trop arrivé. Euh, mais toi, quand tu es entrepreneur, tu as tellement de choses auxquelles tu dois penser, surtout que quand t'es dirigeant d'une entreprise, il y a tellement de sujets que tu as en annexe de ton activité. Ah, je dois avoir rendez-vous avec Douglas pour 10 minutes codeur. Ah oui, mais je dois intervenir pour ce truc-là. Ah ouais, mais il y a ce rendez-vous client-là. Rendez- euh, Rendez-vous hebdomadaire sur ça. Ah oui, alors le petit client qui t'a dit oui, on se parle mardi matin, voilà. Si c'est pas dans l'agenda, il y a de fortes chances que j'oublie et que c'est peut-être pas si important que ça, tu vois. Mais je peux comprendre Ouais. aussi que du côté salarié, t'as que ça à penser, Hmm. tu vois. Je blâme pas le truc. Maintenant, je prends mes précautions. Dès qu'on me dit quelque chose, je le note tout de suite dans mon agenda. Mais c'est vrai que tout est dans mon agenda. Toute ma vie est dans mon agenda. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui ont accès. On va dire, il y a une seule personne qui a accès, c'est le cas, la collaboratrice. Mais quand elle va dans mon agenda, mes rendez-vous ostéo, mes rendez-vous je sais pas quoi, sortie au parc, verre avec je sais pas qui, brunch avec, voilà, tout est dans mon agenda. Ok. Évidemment, Ah ouais, non, non, c'est fou. évidemment, il y a des couleurs perso, pro, etc. Mais du coup, le truc, c'est que quand tu me proposes, oui, je me dis, ah, tiens, vendredi matin, je vais faire du yoga avec une copine. Si je bloque pas mon créneau et qu'un client book un call, et que, enfin, il peut pas booker un call le vendredi matin, mais book un call pour X raison, qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que j'annule mon yoga ou est-ce que j'annule le client et en même temps, il a respecté mon process puisqu'il a eu un lien pour prendre le rendez-vous. Hmm. Tu vois, donc au final, pour moi, tout est lié à des process. Et comment tu vas, et c'est ce que j'explique aux gens, c'est que les process, c'est pas forcément lié à, euh, à la façon dont tu vas mettre ton entreprise, enfin, la façon à laquelle tu vas structurer ton entreprise, c'est comment tu facilites la vie aussi de tes clients. Par exemple, tellement d'entreprises, ils te disent, oui, mais moi, j'ai besoin de ça comme ça. Oui, mais est-ce que tu penses que ça facilite la vie de ton client? Est-ce que tu penses pas que tu crées de la frustration chez lui quand tu lui demandes de t'envoyer 50 mails pour reconfirmer? Est-ce que tu penses pas que blablabla? Donc, moi aussi, je Hmm. respecte mes process. Je mets en place des process pour rendre la vie de mes clients facile d'accéder à moi, parce que je peux comprendre aussi que ce soit difficile d'accéder à moi. Par exemple, dans mes process, je partage pas mon numéro perso. Tu as mon Calendly, tu bookes un call. Donc, quand tu bookes un call que tu as respecté mon process, moi aussi, je dois respecter mon process. Donc, tu Hmm. vois, donc, je mets des plages horaires dans mon agenda pour tout, et même pour des déj. Donc, oui, je fais partie de cette team-là, même si je trouve que c'est un peu péjoratif. Mais oui. Ah non, c'est pas péjoratif, c'est un constat. Mais je te dis ça, mais moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, c'est agenda. Et même, moi, j'ai même un groupe WhatsApp où il y a que moi. Et je m'envoie plein de trucs à lire plus tard, à regarder plus tard. Machin m'a dit ça. Même des fois, pour faire des courses, hein, je suis à la salle de sport, je me dis, ah, faut que j'achète ça. Donc, je le mets dans le groupe WhatsApp parce que faire le truc dans l'agenda, j'ai pas le temps. Des fois, c'est juste un truc que faut pas que j'oublie. Et ensuite, je reprends mon truc parce qu'effectivement, t'as tellement de sujets dans ta tête. En fait, moi, je préfère utiliser mon cerveau comme un processeur que comme un disque dur. Donc, je me dis, il est là pour travailler et pour tacler des sujets, mais pour stocker, moi, les anniversaires, tout est noté. Je peux pas me souvenir de tout ça. C'est pas Exactement. possible, tu vois. Mais oui, Donc, mais je me dis, plus j'avance, plus j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Ah oui, c'est hmm. l'anniversaire, c'est le 13 mars. Ok, allez. Google, un truc, va éditer la fiche contact anniversaire 13 mars. Ouais, bien sûr, Terminé, tu bien vois. sûr. Non, non, c'est très cool. Euh, ok, ok sur ça.
Écoute, moi je pense que tu as donné déjà pas mal de valeur dans cet échange-là. Est-ce que, alors imaginons, et je pense que c'est peut-être déjà arrivé, mais imaginons que quelqu'un vienne te demander des conseils en mode Hello Florence, est-ce que tu as des ressources ou des conseils, ou peu importe, pour se lancer son entrepreneuriat, soit monter une agence, soit se lancer dans le digital, soit être à son compte parce que tu as fait tellement de choses. Donc, de façon globale, si tu devais parler demain, je sais pas, à tes petits cousins, tes petites cousines, ou même ceux peut-être que tu inspires, en termes de ressources et de conseils, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais? Avant, j'avais tendance à dire souvent quand on me posait des questions que je donne pas de conseils. Tu vois, je connais des Mhm. gens qui donnent des conseils, notamment les coachs business, etc., qui sont faits pour ça. Je suis pas la mieux placée pour donner des conseils parce que moi-même, je paye des gens pour me donner des conseils pour comment gérer ma. Mais force est de constater que il y a des personnes parfois sur LinkedIn qui viennent me voir et qui me disent oui, j'ai vu que tu fais ça, nanana, est-ce que tu peux me donner des conseils? Et au final, c'est un peu méchant, tu sais, de dire ah, je te donne pas de conseils, va demander à je sais pas qui. Donc c'est pas méchant, non c'est pas méchant, mais c'est un peu pas bienveillant à mon sens en tout cas. Le premier conseil que je donne, c'est crée-toi un réseau. Et dans créer un réseau, c'est justement fais ce que tu fais, va vers les gens et pose-leur des questions, intéresse-toi à, à, à eux, tout simplement. Pourquoi? Parce que la personne en face de toi, c'est peut-être pas ton client, mais c'est peut-être quelqu'un qui va te recommander à quelqu'un d'autre. Et dans l'entrepreneuriat, une fois que tu as compris aussi que le réseau, c'est indispensable, je dis indispensable parce que en réalité, tout le monde a un réseau. C'est juste que au début, moi-même, hein, je pensais que le réseau, c'était tu sais, une connotation un peu négative, communautariste, tout ce que tu veux. Et en fait, pas du tout. Tu vois, moi, j'ai été au Spot Coworking, qui est un coworking qui existait à Jarry. Et au final, je me rends compte que ça fait partie du réseau, rencontrer des entrepreneurs comme toi, discuter avec des gens, etc. Donc, premier conseil, c'est crée-toi un réseau. Euh, je sais pas quoi te dire d'autre. Et généralement, c'est ce conseil-là que je donne aux gens. Et se former, ouais, je dirais. Deuxièmement, se former. Mhm. Se former, s'intéresser aux gens. Je pense que, tu sais, parfois, ce qu'on est en train de faire là, l'enregistrement de ce podcast, ça fait aussi partie de la formation pour certains. Euh, écouter des podcasts, s'intéresser, lire des livres, même écouter des livres. Moi, je suis plus pour écouter des livres, mais prendre de l'information et tout, ça fait partie de la formation. T'as la formation, oui, théorique, où tu vas aller dans un centre de formation, etc. Ça, c'est bien. Mais s'imprégner aussi de l'expérience d'autres entrepreneurs, ça fait aussi partie de la formation parce que je te dis, ah oui, ok, il a fait ça comme ça, ben peut-être que je peux tester ce modèle-là aussi, etc. Et aussi, peut-être autre chose, c'est de juste faire. Moi, je pense que je me suis rendu compte que ce sera jamais parfait. Au final, tu as parlé de forme finale de tandem office. Je pense que ça n'arrivera jamais. Enfin, je croise les doigts pour que ça n'arrive jamais parce que ça fait partie de l'adaptation, d'évoluer en permanence. Mais parfois, je rencontre des gens et même moi, hein, tu sais, quand je te dis oui, j'avais mon logo, j'avais mes cartes de visite, j'avais ma brochure, mais est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose? Et tu vois, la première chose que j'ai réellement fait, à savoir le e-book, et ben, c'est ce qui m'a permis d'arriver à ce modèle-là aujourd'hui, tu vois. Enfin, oui, enfin, non, je vais dire, mon premier client, ça a été des posts LinkedIn, etc., mais très commerciaux. Si vous voulez, contactez-moi. Mais dès que tu commences à faire, dès que tu commences à prendre des risques, dès que tu commences à sortir de ta zone de confort, il y a des choses qui viennent derrière et l'avenir appartient à ceux qui font, quoi. Mhm. C'est beau ce que tu dis. Et en plus, je trouve ça très vrai.
Toi, tu es à l'aise avec l'inconfort? À l'aise avec l'inconfort? Euh, C'est-à-dire, effectivement, vas-y, excuse-moi. je ne pense pas que l'inconfort a vocation à nous mettre à l'aise. Mhm, En revanche, savoir que c'est une situation d'inconfort, c'est savoir que ce n'est que temporaire. Donc, j'accepte mhm, les situations d'inconfort, c'est plutôt ça ta question. Je ne suis pas à l'aise dans les situations d'inconfort, mais je l'accepte et je me dis, OK, ça c'est une situation d'inconfort, mais je suis habituée. Je parlais de résilience une fois, en fait. La résilience, tu ne sais que tu es résilient que quand tu as dû faire face à une situation où tu as dû faire preuve de résilience. Mais en fait, tu sais jamais jusqu'où tu peux aller parce qu'au final, tu peux te retrouver dans des situations tellement difficiles, mais c'est juste parce que tu connais ta propre histoire et t'en parleras peut-être jamais. Quand tu es sur les réseaux, que tu communiques, que tu fais des podcasts, des webinaires, personne ne sait ce qui se passe dans ta vie le matin, ce qui se passe dans ta tête le matin quand tu te réveilles, tes souvenirs les plus sombres, tu vois. Donc au final, il n'y a mhm, que toi qui connais ton rapport à la résilience. Personne ne peut savoir jusqu'où tu as été, à quel point tu as été dévasté, à quel point tu as subi des choses difficiles dans ta vie et personne d'autre que toi ne pourra l'expérimenter. Donc, je pense que l'inconfort, c'est propre à chacun. Moi, aujourd'hui, je sais que les situations d'inconfort, je les accepte. Je me dis juste, est-ce que tu peux faire quelque chose aujourd'hui? Non? Bon, ben, move on, tu vois, on continue et puis voilà, quoi. C'est dans ma tête, mhm, il y a un schéma un peu, t'avais vu, il faudrait que je le retrouve, ce truc d'ailleurs, qui disait, OK, il y a une difficulté. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. OK, bon, bah, OK, il y a rien à faire. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Oui, bah, fais-le, tout simplement. mhm. Mais si tu peux rien faire, Ok. Non, non, ouais, c'est vrai. Je pense que ouais, ce schéma-là, faudrait qu'on le retrouve, qu'on le partage, puisqu'effectivement, je sais que c'est un truc un peu avec un arbre décisionnel. Et effectivement, il y avait une arborescence dessus. Ok. Est-ce que, question là qui me vient, est-ce que, parce que tu as dit que tu étais plus pour écouter des livres, est-ce que il y a un livre qui t'a marqué ou qui tu te dis ah ouais, j'ai vraiment bien aimé, ça m'a vraiment peut-être apporté une perspective ou quelque chose. je sais que je vais paraître, euh, ça va faire hyper cliché de parler de ça, tu vois, parce que nanana, nanana, développement personnel. Ça va être hyper cliché, mais les accords Toltec, ouais, je pense que c'est le livre qui me drive le plus et que j'écoute assez régulièrement. À chaque fois, Ok. de temps en temps, je le réécoute. Parce que, tu sais, quand je parlais de tout le monde ne sera pas fait pour toi, etc., ça vient aussi avec ne pas faire de suppositions. Ça vient Hmm, aussi de faire en sorte que ta parole soit impeccable. hmm, Par exemple, c'est pour ça que je réponds toujours aux personnes qui me sollicitent, même si ça me fait chier, même si j'ai pas envie, même si c'est pour dire non, même si c'est pour expliquer, même si, voilà, je reviens toujours vers les gens parce que je me dis, peut-être que cette personne-là demain sera en face de moi, en tant que partenaire, en tant que, je le fais pas en me disant, c'est pas un truc, c'est pas un truc en mode, je le fais parce que je me dis que, je hmm. me dis, j'ai envie d'être en accord avec moi-même. Et ouais, que ma parole soit impeccable, que je ne fasse pas de suppositions. Ouais, je pense que c'est les trucs que je me dis. Bah, parfois, tu te dis, ah ouais, de toute façon, c'est un connard. Tu dis, eh. Donc, Ouais. ouais, toujours faire de son mieux. Franchement, c'est des choses, c'est parfois, je me dis, ça m'est pas beaucoup arrivé que des clients ne soient pas satisfaits. Mhm. Je me dis, ça m'est peut-être arrivé, mais je ne sais pas, parce qu'ils sont jamais revenus vers moi. Mais à chaque fois, je me dis, j'ai fait de mon mieux. Je fais toujours j'essaie Hmm. de faire de mon mieux. Ce que je t'ai donné, là, j'étais au max. Donc, donc voilà. Donc, Ok, ouais, les accords Toltec. Mais je sais que c'est cliché, mais voilà. ok, 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 ok. Non, très très bien. Eh ben écoute, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils ont envie d'échanger avec Florent, s'ils ont envie ben de faire peut-être appel à tes au service de Tandem, où est-ce qu'on te retrouve principalement pour qu'on te réponde? 2 canaux. Le site de Tandem Office, il y a le calendrier ouvert pour un code découverte. Voilà. Je ne Mhm. partage
Je fais très rarement mon numéro de téléphone parce que je ne Mhm. supporte pas les appels non programmés, parce que je me dis que voilà. Et ou sinon LinkedIn. Vraiment, c'est pas la peine d'aller me chercher sur Facebook. Je découvrirai la demande 3 mois plus tard. Instagram, voilà, bon, c'est pas la peine non plus. Tu vois, sur l'Instagram de Tandem Office, il est géré par quelqu'un qui n'est pas moi, donc c'est pas la peine. Mais LinkedIn, ouais, c'est le réseau social sur lequel on peut me trouver. Tu sais que ma famille me suit sur LinkedIn parce qu'ils ont plus d'actu de moi sur LinkedIn que sur les autres réseaux, en fait. Je t'assure. Ok, Ouais, j'ai fait trop une marrant. elle m'a dit: «Oui, tu as sûrement montré ta photo de toi, tu au Sénégal et tout». Je dis: «Ah ouais, ouais, ouais». Oui, c'est LinkedIn. Que ce que je poste, tu verras sur mon Instagram, mon dernier post doit dater de 2021, je pense. 2000 Ok. non, mais LinkedIn, ouais, c'est mon réseau social de prédilection. Et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le digital et qui sont pas forcément accros aux réseaux sociaux, etc. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, tu vois. Mais tu sais, je suis intervenue récemment à la radio et donc elle me dit, «Oui, j'étais sur votre page Instagram et j'ai rien trouvé, pourtant vous êtes dans le digital». J'étais là: «Mais quoi? Tu étais sur mon Instagram?» mais déjà mon si j'étais à mon Instagram perso, le truc où je poste jamais rien, et je me suis dit: «Mais» alors je pense que tu sais, là, je commence à l'accepter. Je commence à me faire vieille, je commence à l'accepter, je suis OK avec ça, tu vois? Mais je me dis: «Mais je comprends pas, en fait, j'ai un rapport assez, enfin, premièrement, je me dis: «J'ai pas le temps». Les réseaux sociaux, pour moi, le réseau social sur lequel je passe du temps, tu sais, à scroller, 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 c'est Twitter. Ok. J'aime beaucoup être sur Twitter. Franchement, là, j'avoue, si tu me vois scroller sur mon téléphone, c'est Twitter. D'accord, ok. Instagram, ça m'apporte rien. Je trouve que c'est des personnes qui sont dans une perpétuelle validation de leur mode de vie, qui veulent prouver qu'ils ont fait des choses. Et comme j'ai rien à prouver, donc je ne mets rien. Et donc, voilà, ça m'intéresse pas forcément de savoir où les autres ont fait la fête, etc., etc. Voilà, je suis assez à l'aise dans ma vie pour pas forcément avoir le temps de m'intéresser à la vie des autres. Je ne dis pas que je ne suis pas sur Instagram, bien sûr. J'y suis, mais Hmm. voilà, je suis pas les gens que je connais pas, ça m'intéresse pas de. Non. Donc, je suis sur Twitter, sur Facebook, mais là, c'est de l'abandon pur et j'ai même pas l'application, tu vois, de l'abandon. Je vais sur Facebook quand je dois me connecter sur le Facebook de Tandem Office et que je me dis: «Ah oui, ah tiens, voilà». TikTok, Hmm. j'ai pas ça, je l'ai pas installé non. Mais c'est vrai que je me dis, en tant que sur la partie productivité, c'est des choses qui te font perdre du temps. Hmm. Et me consacrer à perdre du temps, c'est, tu vois, des créneaux en moins sur ma productivité. Et non, j'ai pas le temps d'être sur TikTok, j'ai pas le temps de scroller sur Instagram. Tu vois, parfois, je vois des gens qui sont toute la journée sur Instagram, ou en tout cas, je me dis, mais comment ils font? Mais je me dis, ça fait peut-être partie de leur stratégie. Et là, on en revient à la stratégie marketing. Tu vois, ça fait peut-être partie de leur storytelling. Peut-être qu'ils se disent que dans leur créneau à investir pour générer des leads sur Instagram, et auquel cas, ça fait sens. Moi, aujourd'hui, le créneau qui rentre dans ma stratégie marketing et qui rentre dans ma stratégie de génération de leads, c'est LinkedIn, et c'est logique, à mon sens, que je me retrouve sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, c'est un peu, je suis pas, tu sais, ronchon, en mode oui, Instagram, blablabla. Je suis sur Instagram, c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai des copains qui me disent oui, je suis sur Instagram pour le business, pour générer des leads. Et ça, je l'entends totalement. Maintenant, être sur Instagram, scroller, voir des vidéos drôles, ça, franchement, j'adore voir des vidéos d'endroits paradisiaques, voir des vidéos d'animaux, de chiens. Oui, aller me connecter pour regarder ce que les autres ont fait hier soir, ça m'intéresse pas. Hmm. Ouais, non, je vois, je comprends bien ton point. Je comprends bien ton point. Ok, 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 super. Ben, écoute, en tout cas, Florence, merci d'être passée sur le podcast. Merci pour l'invitation. Je pense que c'est un épisode qui va plaire à beaucoup de personnes et t'as dit
de belles vérités, donc c'est cool. Et puis en tout cas, hâte de voir ce que tu vas faire avec Tandem. J'ai hâte de voir ça. Vous avez, en tout cas, tu m'as l'air d'avoir d'être très bien fait, de savoir où tu vas et aussi on apprend en faisant. Donc tu touches un petit peu, tu dis ok, on va par là, ok par là, et puis tu adaptes en cours de route. Donc c'est très cool et je pense que euh, s'adapter constamment, c'est aussi un trait fort des entrepreneurs qui est constamment nécessaire. Personne n'aurait prévu le Covid, fallait s'adapter, donc c'était important, donc trop cool quoi. Donc en tout cas, ben bon courage pour tout ça. Je te dis pas bonne chance parce que je pense pas que c'est de ça dont tu as besoin, mais bon courage et puis on se revoit très vite du coup. À plus. Salut, ciao ciao. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous en êtes sortis grandis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide beaucoup. Les liens évoqués durant cet échange sont en description de l'épisode. Ce fut un plaisir pour moi de vous accompagner durant ce moment. Je vous dis à très vite et souvenez-vous qu'il suffit d'1% d'upgrade pour évoluer.